On va reprendre, donc, comme je vous le disais, la première table ronde avec des journalistes issus ici du master de l'Université de Lorraine et Valérie Deviard, qui est professeure à Paris 2 au Charisme, un groupe de recherche qui a développé depuis de longues années déjà une belle expertise sur l'étude des trajectoires, des carrières, des conditions de travail des journalistes. Avant de leur laisser la parole et de les laisser se présenter en quelques mots, on va peut-être repréciser quelques enjeux liés spécifiquement au marché du travail. Si tu peux lancer voilà, le petit PowerPoint, je vais être très très rapide donc sur le marché journalistique et l'insertion. C'est le sujet de ma thèse de doctorat que j'ai fait à l'Université de Louvain et que j'ai publié il y a 2 ans chez Peter Lang. Et je vous résume ici 2-3 enjeux qu'on pourra discuter certainement et concrétiser avec les intervenants. Première chose, ça c'est une tendance européenne, voire mondiale. Sur la plupart des marchés, on assiste quand même à des situations où l'emploi stable et à durée indéterminée est en érosion constante, lente et progressive. Donc ce n'est pas du tout propre spécifiquement à la France, mais on retrouve ça dans la plupart des marchés matures, entre guillemets. Il en résulte évidemment des trajectoires de plus en plus incertaines. On ne sait pas très bien de comment les choses vont évoluer d'un carrefour à l'autre, d'une bifurcation à l'autre. Les bifurcations de carrière sont beaucoup plus nombreuses, donc on parle davantage de séquences pour parler de petites périodes. Ça peut être quelques mois, ça peut être le terme d'un CDD, etc., etc. Ces séquences sont de plus en plus nombreuses et on a aussi des trajectoires, ça c'est très intéressant pour la prochaine table ronde, des trajectoires de plus en plus hybrides. On n'est pas uniquement journaliste, on l'a été, on l'est en partie, etc., etc. Et alors aussi une grande tendance internationale, les journalistes ont tendance à mener des carrières de plus en plus courtes. En Belgique, en France, mais aussi à l'échelle européenne. La durée de vie d'une carrière, qu'elle soit à temps partiel ou à temps plein, a tendance à être plus courte. Marché de plus en plus flexible dans la gestion de ces ressources humaines. On n'a pas d'employeur ici pour en parler, mais je pense qu'il serait tout à fait capable de l'exprimer et sans doute aussi en partie de le justifier. Une des conséquences de tout ça, ça a été bien expliqué notamment sur la question des rémunérations, c'est qu'il y a une séparation de plus en plus fréquente, de plus en plus admise et régulière entre l'emploi des journalistes, donc mon contrat, mon statut, et le travail qui est finalement mon activité quotidienne, ma tâche journalière, mon labeur. Avant, emploi et travail étaient souvent réunis au sein d'un même couple et d'un contrat stable. Aujourd'hui, ce régime-là est complètement bousculé et remis en question. Cette séparation entre travail et emploi, je vous poserai des questions là-dessus, voir comment c'est vécu, comment c'est négocié. Ce n'est pas une sinécure. Ça peut aussi offrir des opportunités parfois, mais c'est vrai que c'est quand même un gros défi à gérer. Et tout ça s'inscrit dans un très long processus qui a déjà commencé il y a certainement au début des années 2000 de redéfinition des affectations et des postes au sein de la carrière. Alors, quelques rapides petits points d'attention, peut-être pour vos questions aussi plus tard, sur l'entrée proprement dite de la carrière dans le journalisme. On pourrait même parler plus largement des professions intellectuelles. Il y a pas mal de points communs entre le journalisme et d'autres métiers intellectuels. D'abord, les débuts de carrière, de manière générale dans la socio des professions, c'est l'endroit où on fait peser de manière presque traditionnelle sur les jeunes actifs toute une série d'impératifs, de contraintes, notamment en termes de rémunération, de pénibilité des tâches, de mobilité, etc. etc. Donc c'est presque un lieu commun de la socio des professions de considérer que les jeunes démarrent au bas de l'échelle et ça se voit, ça s'observe et il y a des justifications entre guillemets patronales à ce niveau-là, tout comme il y a aussi des tentatives de se dégager de cette situation. Mais ça déborde évidemment largement du cadre du journalisme et ça se faisait déjà il y a bien longtemps. Deuxième chose, on considérait souvent, jusqu'à l'époque des 30 Glorieuses, que l'insertion professionnelle, c'est une sorte d'étape sanctionnée par l'obtention d'un contrat à temps plein. Et en général, dans le même temps, les jeunes accédaient à la propriété et se mariaient. Cette triade, mariage, emploi, maison, est complètement bousculée, terminée, révolue aujourd'hui. Et du coup, l'insertion, aujourd'hui, est davantage présentée comme un processus. Donc un cheminement qui a en plus tendance à se rallonger. C'est intéressant, je prends d'apprendre à considérer avec les 4 journalistes ici présents. On leur demande de plus en plus aux jeunes journalistes d'être flexibles autant sur le volet travail
que sur le volet emploi. Autant sur le volet travail, ça veut dire, comme ça a été dit dans la première table ronde, d'accepter la plupart des tâches qu'on leur demande, c'est l'assignation des tâches. Sur le volet emploi, c'est-à-dire accepter des statuts, des rémunérations. Voilà, il faut jongler, il faut être flexible, il faut accepter beaucoup de choses. Jusqu'où c'est volontaire, quand est-ce que ça ne l'est plus, quand est-ce que ça devient une souffrance, quand est-ce que ça peut ouvrir des portes. C'est toute une négociation qui est très délicate et pas toujours simple pour les jeunes journalistes. Du coup, moi dans ma thèse, je parlais principalement d'abord de la notion de flexibilité, mais on va dire, un des effets pervers de la flexibilité, c'est la précarité. Il n'y a pas vraiment de définition unique et scientifique de cette précarité, mais c'est en général le fait de vivre sa propre situation comme étant insatisfaisante à court ou moyen terme et comme étant potentiellement problématique, notamment sur des questions strictement matérielles, mais aussi sur des questions d'épanouissement personnel, par exemple. Ce que j'ai observé du coup dans ma thèse, c'est que beaucoup de jeunes journalistes vont se redéployer ailleurs, sur d'autres marchés du travail, aux marges du journalisme, carrément en dehors du journalisme, ou même en investissant des niches comme le bénévolat, la reprise d'études, les voyages, etc., etc. Et ça, je renvoie au dernier point, c'est le ressort culturel de la flexibilité dans nos sociétés. La flexibilité managériale qu'utilisent les entreprises a un ressort culturel très clair, qu'a notamment très bien étudié Mathieu de Nanteuil dans un ouvrage sur la question, et qui montre qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, il y a aussi une demande de la part des individus d'avoir davantage de temps, de négocier différemment vie privée et vie personnelle, de s'investir dans différents projets. Et donc le ressort culturel de la société, le ressort culturel de cette dimension flexible fait qu'on a de plus en plus de parcours difficilement comparables parce que chacun va gérer les aspects pro et les aspects perso de manière plus souple, plus fluide, moins prévisible, avec différents projets au cours d'une carrière, au cours d'une vie en fait, tout simplement. Dernière question que je soulevais et qu'on analysera peut-être ici, même si on n'a pas un panel d'écoles varié, c'est la question de l'appariement entre le marché de la formation, les écoles de journalisme et le marché de l'emploi. J'ai entendu tous les 20 employeurs que j'ai interrogés dans ma thèse, sans exception, poser des questions et s'interroger sur le fait qu'on recherche des profils parfois différents de ceux des écoles, on attend des compétences qu'on ne trouve pas toujours, on recherche des aptitudes même personnelles. Voilà, c'est la question de l'appariement. C'est une posture justificative parfois des employeurs, mais ça traduit aussi le fait qu'entre le marché de la formation et le marché du travail, il y a parfois des frictions, des tensions, des déséquilibres, et ce n'est pas toujours simple à gérer pour ceux qui se lancent sur le marché du travail. Voilà, très brièvement replacer quelques pistes pour lancer le débat. On va tout de suite passer la parole aux personnes qui sont là. Et une première question que je vais peut-être vous poser à tour de rôle, en même temps que vous laissez vous présenter, c'est voir dans quelle mesure jusqu'à présent votre parcours d'insertion a été exclusivement journalistique ou bien est-ce qu'il a, par exemple, côtoyé d'autres univers professionnels pour voir un petit peu l'homogénéité des parcours et ça vous permettra aussi peut-être de rapidement vous représenter. Ok, merci bien. Alors bonjour à tous, merci d'être venus. Donc je m'appelle Benjamin Benoît. Je suis l'aîné des 3 autres étudiants que vous voyez ici puisque j'ai fait une délicieuse année à Metz de 2015 à 2016, donc directement en KSM2. Et je suis donc journaliste pigiste depuis 2 ans. Donc je suis passé je pige activement donc chez Le Monde, chez Libération, au Journal du Geek, chez Les Croissants, abonnez-vous. Et autant vous dire que pour rebondir à ce qu'on a dit tout à l'heure, les statuts, je les ai tous vus, j'ai été payé en facture, j'ai été payé à la pige, parfois en nature, en chèque cadeau Amazon, hein, c'est possible, ou le grand classique des journalistes, en rien, c'est-à-dire on rend un papier et on se fait ghoster derrière. Donc j'ai connu à peu près tout ça. Et ça fait donc, malgré tout ça, j'ai encore du mal à payer un loyer parisien, évidemment, qui frôle les 4 chiffres. Donc j'arrive à peu près à la moitié par mois, un peu plus. Donc la précarité, je connais. Et donc pour rebondir à ce que vous avez dit, je cumule certaines casquettes
effectivement les piges, mais aussi notamment je suis auteur, donc je viens de sortir un livre sur une grande saga du jeu vidéo que vous pouvez acheter juste ici. Je fais ma petite publicité, c'est chez Sœur d'édition, n'hésitez pas. Et pour arrondir certaines fins de mois, je suis peut-être amené à faire parfois du brand content, du public communiqué ou des contenus pour des boîtes de production ou parfois de presse ou de divertissement. Et la dernière opportunité qui est réservée aux journalistes qui ont un véritable public, une véritable audience, ce serait éventuellement d'ouvrir un Patreon, c'est-à-dire une plateforme qui permet de monétiser ses propres contenus, ses propres articles. C'est une option que j'envisage très sérieusement pour l'avenir très proche. Donc effectivement, toutes ces casquettes sont là, elles me permettent de grappiller un peu, de mettre la plupart des œufs dans de multiples paniers. Voilà, donc je ne suis pas optimiste, mais on va en parler. Alors bonjour à tous, moi je suis Moran Kerinek, je faisais partie de la promotion 2015-2017 du Master MIGMN et je suis pigiste du coup depuis 1 an. Globalement je travaille, j'ai pas eu autant de statut que toi, moi j'ai toujours travaillé depuis 1 an en tant que pigiste. J'ai eu l'occasion de faire des communiqués ou d'autres travail à côté. J'étais pigiste principalement pour Reporter et pour Lyon Capital, un mensuel d'enquête politique en Rhône-Alpes. Et je suis donc un pigiste en région, contrairement à ce qu'on pourrait dire être la majorité en fait, de mes collègues qui travaillent sur Paris. À part ça, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Pendant 1 an, j'ai eu un travail qui était, contrairement à certains autres, relativement plutôt agréable, avec des réactions qui, comme ça a l'air d'être plutôt rare, me traitaient convenablement, me payaient en temps et en heure, et me payer en salaire. Voilà. Donc une petite once d'espoir. Marco, suite. Alors bonjour, moi je m'appelle Marc-Antoine Pelaez, je suis aussi un produit du master de journalisme de Metz. Je viens de la même promo que Moran et Roman. À la fin de mon master, j'ai fait un choix assez particulier. J'ai décidé de partir en Irak pour aller couvrir le référendum du Kurdistan. Et ainsi que le conflit entre les Kurdes et les Irakiens. Donc c'était pas du tout quelque chose que j'avais prévu. Il a fallu un peu démarcher vers des médias que je ne connaissais pas. Ça a été aussi une surprise pour moi d'arriver sur un territoire en guerre que je ne connaissais pas. J'ai eu beaucoup d'opportunités là-bas et même un peu de chance, j'ai envie de dire, parce que j'ai pu faire de la vidéo pour l'AFP. Donc mes premières piges ont été faites pour l'AFP. J'ai aussi pu écrire quelques articles et collaborer avec le journal belge Le Soir, notamment pour le référendum du Kurdistan. Ça a été très enrichissant. Il faut savoir qu'aussi les piges à l'étranger et à l'international sont bien mieux payées, notamment sur les territoires en guerre, ce qui est normal. Parce que quand vous partez là-bas, tout est à vos frais. C'est-à-dire que quand vous partez au Moyen-Orient ou dans ce genre de zone, vous payez l'avion, vous payez des fixeurs. Des fixeurs, ce sont des personnes qui vous traduisent de l'arabe à l'anglais. Vous rencontrez des gens sur place et eux font la traduction. Donc, tout ça, ça a un coût que vous devez gérer vous-même. Et j'ai aussi pu faire de la photo pour une agence de presse qui s'appelle Max PPP. Donc on pourra en reparler aussi, des piges photos qui sont assez mal payées d'ailleurs. Donc voilà, ça a été mon entrée dans la carrière, on va dire. Et maintenant, je suis à Paris et je fais de la pige, mais de la pige en bureau. Parce qu'on n'en a pas évoqué tout à l'heure, mais il existe aussi des piges dans des médias comme M6 ou Canal+, ou d'autres médias où donc vous faites plutôt du desk ou du bâtonnage. C'est un autre système de pige qui est plutôt bien rémunéré, mais qui reste toujours aussi instable. Donc voilà, on pourra l'évoquer tout à l'heure. Bonjour, donc moi c'est Romane Munier, je suis aussi issue de la même promo que Marc-Antoine et Moran. Moi mon parcours est un peu plus simple parce que j'ai eu beaucoup de chance. À la sortie de mon M2, j'ai fait un 2e stage chez Uzbek Ereka, donc c'est un magazine qui explore le futur, qui parle de thématiques environnementales, sociétales, politiques, etc. Et suite à ce stage, en fait, ils m'ont embauchée. Donc là, ça fait 1 an que je travaille pour Uzbek Ereka en CDI. Je suis plutôt journaliste vidéo aujourd'hui. J'écris encore un petit peu pour le mag et pour le site, mais je suis consacrée aux vidéos au quotidien. Et tout récemment, depuis environ 7-8 mois, au podcast que Uzbek Ereka enregistre.
Donc j'ai fait un tout petit peu, on va dire, de vidéos en dehors, des vidéos plutôt commerciales. Mais disons que le temps que me prend ce que je fais pour Uzbek Erika me permet pas de faire autre chose à côté. Et mon salaire me convient suffisamment pour que je n'ai pas besoin de chercher à faire de la pige à côté ou d'autres productions. Alors simplement, moi j'ai démarré comme pigiste, mais j'ai démarré comme pigiste dans la presse architecturale avant de démarrer là, en carrière plutôt de recherche. Donc je suis actuellement la directrice de l'Institut français de presse, qui est aussi, c'est une institution aussi qui a une école de journalisme reconnue par la profession, mais aussi on a d'autres formations et nous avons participé aussi à la fondation du GIS journalisme et on est évidemment intéressé, ravi que le CREM s'associe aux autres membres fondateurs du GIS. Je suis également un petit peu experte sur ces questions d'entrée, d'instabilité, de précarisation, de paupérisation, de l'ensemble des professions, dirais-je, intellectuelles, mais bon, surtout, effectivement, pour ce qui nous intéresse ici, les jeunes journalistes. Alors, est-ce qu'il y a des différences? Vraiment, là, on vient à travers ces 3 témoignages d'entrée, on voit bien que finalement, vous êtes déjà des journalistes qui sont accomplis. C'est-à-dire que combien même vous êtes depuis très peu de temps dans la profession, vous avez déjà des compétences, une visée, une vision, une position et des statuts qui sont d'une grande fragilité, mais qui sont quand même des outils pour vous aussi de combat. À la différence, dirais-je, d'autres métiers où finalement on s'insère, mais plus longuement, grâce à des cooptations à l'intérieur des entreprises, grâce à des séminaires d'immersion, une DRH beaucoup plus active. Ici, on voit que vous avez été formé déjà en amont et bien en amont. C'est-à-dire que la carrière ne démarre pas au moment où vous êtes dans votre premier emploi, mais elle démarre même quasiment avant que vous ayez fait le choix de vos études. C'est-à-dire que vous avez déjà fait votre choix des études en ayant fait des stages, en ayant eu des formations, des compétences que vous avez déjà construites en vue de faire cette profession. Donc là, c'est intéressant, c'est que non seulement on dit que pour entrer dans cette profession, c'est long, mais pour faire carrière dans cette profession, il faut démarrer quasiment au moment des études. Alors voilà, c'est je trouve une distinction qu'on peut voir qui est forte et que je trouve que vous reflétez très bien. À la différence normalement de ce qui se passe habituellement, les CDI sont pas forcément pour tout de suite et surtout sont pas des emplois que les femmes ont tout de suite, sauf à l'exception près que les carrières féminines sont surtout dans la presse technique et professionnelle et que c'est là où on offre les statuts les plus stables dans la profession et qu'on les a un peu plus rapidement. De la même façon que les secrétariats de rédaction dans la presse écrite, où effectivement on a des points comme ça de stabilité qui perdurent, qui persistent, mais qui sont encore bien soumis à des érosions tout à fait particulières depuis l'implosion de l'Internet. Toute petite question peut-être pour recadrer les choses, puisqu'on leur a posé la question de l'emploi aux marges du journalisme, même si ça... il n'y a pas de définition stricte, ça s'arrête, ça commence là, il y a un débat scientifique aussi, mais sur la question peut-être un peu du multi-emploi, est-ce que ça a une influence sur le nombre de cartes de presse qu'obtiennent les jeunes journalistes aujourd'hui en France? Je demanderai après aussi si cette carte de presse fait aussi partie d'un enjeu pour vous à titre personnel, ou voilà, je pense que la question peut être posée, mais est-ce que la situation des jeunes journalistes aujourd'hui fait que du coup on en a moins qui sont encartés ou qui ne demandent pas, ou voilà? Alors, c'est difficile toujours de savoir qui est-ce qui fait la demande, puisque nous, on n'a que le nombre des nouveaux encartés. Ça a cru de façon très importante dans les années 90-2000, ça s'est stabilisé, ça tend à décroître à l'heure actuelle. Alors, est-ce que c'est sans doute significatif du fait qu'il y a une transformation des marchés de l'emploi journalistique qui vont vers des emplois digitaux, où la production de contenu n'est plus assimilée à une fonction journalistique, d'information. Ça peut être une piste qu'il faudrait creuser. Et il y a une seconde, c'est simplement la commission de la carte qui pouvait apparaître pour certains journalistes comme également un marqueur symbolique d'entrée dans la profession.
outre le fait que ça permettait peut-être aussi des accréditations sur certains événements, ne joue plus ce rôle ou moins ce rôle visiblement. Merci beaucoup. C'est intéressant, effectivement, la manière de sanctionner l'entrée dans un marché du travail via, par exemple, la carte de presse. Clément Le Foll, qui n'était pas là, mais est journaliste notamment sportif, je sais que, j'imagine, par exemple, pour accéder au terrain de foot de la Ligue professionnelle, de la Ligue 1 en France, il faut, j'imagine, être encarté, avoir un document en bonne et due forme. Je ne sais pas si ça se présente pour tous les cas de figure, mais c'est une question qui peut être intéressante aussi. Je vais revenir vers vous, et je voudrais peut-être vous demander, puisqu'il y a pas mal d'étudiants dans l'Assemblée, peut-être que vous puissiez chacun dire ce qui a peut-être été l'élément ou les éléments les plus décisifs dans le fait d'avoir trouvé une première rémunération professionnelle, donc d'avoir passé du stade de la formation, de la préinsertion ou des stages vers le marché du travail et donc des piges payées. Qu'est-ce qui, pour vous, parce que c'est intéressant de partager ces expériences-là, a peut-être été le facteur décisif? Valérie De Viard le soulignait dans sa recherche, les réseaux, les stages, les relations informelles jouent un très grand rôle. C'est quelque chose que j'ai absolument vérifié aussi dans le cadre de ma recherche. Ça se joue beaucoup plus que peut-être sur les candidatures spontanées. Est-ce que ça se vérifie pour vous? Comment ça s'est passé? En commençant du coup ici avec Morgane. Moi, je pense qu'il y a le facteur chance qui joue beaucoup aussi. Il faut arriver au bon moment, au bon endroit. Au moment où ils auront peut-être un besoin dans la rédaction et nous on sera là pour combler ce besoin. Moi je pense que je suis arrivée dans ces circonstances-là à USBK Erika, notamment parce qu'ils cherchaient à ouvrir un poste en vidéo et que j'ai eu la chance donc au MJMN de vraiment faire un peu tout et d'être couteau suisse, donc passer de l'écrit à la radio, à la vidéo. Et je pense qu'il y a beaucoup de rédactions qui cherchent ce genre de profil. Après, l'inconvénient qu'on a aussi quand on arrive, c'est que vu qu'on n'a pas l'expérience et qu'on a sur le papier toutes les capacités pour faire un peu de tout, on n'est pas légitime pour faire un peu de tout. Ils pensent qu'on n'est pas assez pro en vidéo parce qu'on fait beaucoup d'écrits, ou on ne fait pas assez de son parce qu'on fait trop de vidéos. En fait, on est un peu... il y a cette problématique-là d'être jamais vraiment formé sur quelque chose à fond parce qu'on en fait trop, en fait. Donc il y a ce problème-là. Et sinon, moi, je suis rentrée assez facilement parce que j'ai répondu à un besoin et parce que j'ai eu ces 3 mois d'essai où j'ai réussi à montrer que je pouvais le faire. Donc, je pense beaucoup de rigueur et le réseau, moi, ça n'a pas beaucoup joué, plus pour trouver des stages peut-être, mais je pense que ça joue plus pour les piges. Alors, pour mon cas personnel, bien sûr que je ne suis pas parti en Irak comme une tête brûlée sans avoir un peu été au Proche-Orient avant. Donc le premier stage que j'ai fait au Proche-Orient, donc pendant la 2e année de master, était à Beyrouth, à L'Orient le Jour, donc un des seuls journaux franco-libanais du Proche-Orient. Et donc lors de ce stage, j'ai pu un peu découvrir le pays. Et donc être confronté à des camps palestiniens, au Hezbollah, ou à des personnes armées tout simplement, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. Donc rien que ce climat-là nous permet de s'habituer en fait à cette zone-là. Donc évidemment que L'Orient le Jour et le Liban a été un tremplin ensuite pour l'Irak. Parce que sans ce stage là-bas, je n'aurais sûrement jamais osé partir en Irak. Donc ça a été un élément vraiment essentiel, notamment aussi au niveau de la prise de contact et des journalistes que j'ai pu rencontrer là-bas. Donc pour L'Orient le Jour, il est très très dur de piger pour eux, de continuer à piger pour eux, car c'est un média qui est très prisé, et il y a de très très bons journalistes qui bossent pour eux. Et donc dans ce média-là, L'Orient le Jour, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Lucille Wasserman, qui bosse maintenant à France 24, et on s'est très bien entendu, et on s'est dit qu'on allait faire équipe et partir en Irak. Alors le Liban, c'était quand? C'était à peu près début de l'année dernière, pendant 4 mois, je dirais mars, avril, ces zones-là, et donc je suis rentré en France pendant 2 mois, et avec Lucille, on a décidé de partir à partir de septembre en Irak. Donc il faut savoir qu'aussi, on a collaboré à 2, on a formé un duo, un binôme,
Et ça a été aussi essentiel parce qu'on s'est entraidé, chacun s'est apporté des choses que l'autre n'aurait pas pu apporter à l'autre. Donc voilà, donc bien sûr que le stage il a été décisif, il m'a donné beaucoup de clés de compréhension, en tout cas du Proche-Orient, de la cause palestinienne, d'Israël, enfin tout ce qui en suit, et m'a du coup donné envie d'aller voir ce qui se passait en Irak et à Mossoul. Donc le stage, oui, a été vraiment décisif. Alors moi, ma réflexion en fait, c'était lors de ma deuxième année de master, de réfléchir à comment avoir du travail l'année suivante. Parce qu'à notre âge, à cette période-là de l'année, on se demandait tous, est-ce qu'on pourra travailler, est-ce qu'on pourra vivre de notre passion, de notre métier? Et du coup, j'ai discuté avec pas mal de gens, pas mal de journalistes, des amis, et j'ai fait le choix en fait de sélectionner mes stages en espérant avoir du travail par la suite. Le premier choix a été Lyon-Capitale, en raison d'une ancienne du MJMN aussi qui était passée et qui m'avait décrit cette rédaction comme étant très sympathique, mais aussi très exigeante, avec beaucoup de travail de terrain, ce qui a été le cas. Et le stage s'est parfaitement bien passé parce que je me suis défoncé pendant le stage et le rédacteur chef m'a pris à la fin à part en me demandant « Moran, est-ce que tu restes sur Lyon l'année prochaine? Est-ce que tu veux continuer à travailler avec nous ?» La réponse était oui. Le second choix, c'était donc reporter, donc mon deuxième stage qui se trouvait, lui, à Paris. Une autre amie, aussi journaliste, travaillait régulièrement à la Pige pour eux. J'avais beaucoup discuté avec elle, elle m'avait décrit l'ambiance de la rédaction qui avait l'air d'être absolument sympathique et qui l'est. Et elle m'avait dit aussi les conditions de pige, les paiements en salaire et les rapports qu'il y avait avec les rédactions, c'est-à-dire les temps de paiement à la fin du mois, ce qui est tout à fait correct. Et je m'étais dit, tiens, je vais tenter d'aller dans cette rédaction-là parce que leur sujet m'intéresse, parce qu'ils ont l'air d'être une rédaction qui est efficace, qui fait du bon boulot, qui respecte les pigistes. Et j'ai été pris en stage. Et là aussi, le stage s'est bien passé. Et justement, il leur manquait un correspondant en Rhône-Alpes, où je retournais justement travailler à Lyon. Et c'est comme ça que j'ai réussi à entrer assez facilement finalement dans le métier, en prenant quelques mois à l'avance les bonnes décisions, les bonnes réflexions, et surtout en discutant avec beaucoup de journalistes pour savoir exactement où aller et où surtout ne pas aller. Ce que vient de dire Moran est intéressant parce que je vais rebondir un peu dessus. Moi, j'ai toujours un rôle un peu ambivalent, ambigu sur cette question-là, puisque j'ai un peu une double vie, c'est-à-dire dans un sens où je travaille en tant que journaliste, mais je cherche toujours le premier contrat, donc je ne peux pas répondre à 100% concrètement à la question. Mais dans un autre côté, je monétise mes passions. C'est un mot extrêmement dangereux, je trouve, et un peu néfaste. Mais par exemple, je fais un podcast depuis 5 ans. Est-ce que je le monétise? J'écris sur des sujets. Est-ce que j'en fais un bouquin, etc. Et pour le coup, comme je suis très axé pop culture japonaise, par exemple, j'ai intégré un webzine en 2012. J'ai fait un live report et une interview. C'est devenu ma première pige symboliquement. Donc j'ai fonctionné comme ça. Je le suis toujours 6 ans plus tard. Et en parallèle de ces activités annexes, mais qui mine de rien aident, les premières opportunités réellement journalistiques, elles ont toujours été question de réactivité sur les réseaux sociaux, une offre de stage. Mon premier c'était au Figaro, j'étais vraiment l'un des premiers à répondre aux tweets qui répondaient, etc. Et ça a été remarqué. Mais il faut se battre un peu, il faut un peu mettre en l'occurrence, je dois mettre en valeur mon côté un peu atypique, parce que on dit ça de mon parcours, j'ai jamais vraiment compris ça, mais je capitalise un peu dessus, donc il y a cette ambivalence qui est un peu fatigante mentalement, mais qui permet éventuellement de trouver des opportunités. J'ai entendu voilà, le facteur chance, être polyvalent, se battre, être un peu atypique, des stratégies d'acteurs qui essayent un petit peu de se distinguer sur le marché du travail, de se rendre visible par les employeurs. Ce sont 4 témoignages que je trouve assez intéressants sur la manière aussi d'anticiper, comme vous l'expliquez, voir, prendre des contacts à l'avance, chercher peut-être la rédaction dans laquelle on a potentiellement le plus d'affinité, le plus de chances, éventuellement de correspondre au profil. J'entends aussi dans vos 4 témoignages qu'il faut quand même à un moment se mouiller, y aller, prendre la parole, aller vers les gens, se manifester. Les choses ne vont pas venir vers les jeunes diplômés spontanément, à moins d'être sortis de la cuisse de Jupiter. Je pense que ça, on est tous d'accord là-dessus. J'ai une petite question que j'aimerais bien avoir après avec vous aussi, parce que ça, c'est sur la question vraiment interactionnelle, c'est sur les relations qu'on entretient avec les personnes qui sont vos supérieurs hiérarchiques. Même si vous êtes freelance, vous avez quand même des comptes à rendre et des papiers de qualité à rendre ou des productions de qualité à rendre à des personnes. Je voudrais peut-être vous demander, avant de revenir faire une question un peu plus large avec Valérie de Viard, est-ce que vous avez le sentiment de quand même avoir votre mot à dire,
de pouvoir négocier certaines choses, ou de pouvoir proposer certaines choses, ou au moins d'avoir un dialogue de confiance avec votre employeur principal, on va dire. Ou est-ce que c'est pas comme ça que vous percevez les choses? Je trouve que c'est important par rapport à la question assez cash des tarifs exprimés dans la première table ronde. Est-ce qu'à côté de ces tarifs qui sont manifestement souvent imposés, vous avez quand même le sentiment de pouvoir avoir un dialogue constructif avec vos employeurs? Je ne sais pas qui veut commencer, vous n'êtes pas obligé peut-être d'y aller tous les quatre. Si. Je lui ai pris le chou. Alors, en tant que pigiste, c'est compliqué, évidemment, parce qu'on vit au jour le jour, on calcule un peu, on a un tableau Velleda où on calcule ses piges, ses idées, c'est ce que ça va nous rapporter. Donc, on est dans une position, est-ce qu'on peut discuter ces conditions? Est-ce qu'on peut discuter les tarifs, les contenus, etc. Mais on est force de proposition, c'est quand même tout l'intérêt du métier de journaliste, il faut faire soi-même son programme, son travail, son champ des possibles quand on est journaliste pigiste. Cependant, je ne dirais pas que j'essaye de discuter les conditions, les tarifs, vraiment le méta du métier, parce que sincèrement, je m'accroche à ce que j'ai. Et je considère que c'est un acquis qu'il a fallu vraiment grappiller un peu violemment au corps. Il y a tout un jeu social, notamment parisien, où tout va très vite et il faut cultiver des relations. Si on n'est pas un animal social, c'est beaucoup plus difficile. On joue dans le mode difficile du mode difficile. Et il faut boire des coups avec tout le monde, il faut entretenir des relations. Tout ça sans forcer, en ayant un côté naturel et spontané. C'est pas simple. Donc je dirais que non, j'essaye de grappiller progressivement et de juste me reposer sur mes acquis et d'essayer de faire monter la situation au fur et à mesure. Merci. Du coup, ta réflexion en fait, me fait perdre le sens de la question. La question, c'est comme tu l'as très bien résumé, Benjamin, c'est est-ce que vous pouvez discuter? Est-ce que vous pouvez, peut-être même, voilà, on a parlé de négociation, ouais, les questions très claires sur les tarifs, mais pour d'autres aspects du travail, en fait, ça ne se limite pas qu'à ça. Les sujets, les conditions, est-ce que vous pouvez travailler chez vous, à la maison, ou en rédaction, enfin, toutes ces questions-là, est-ce qu'il y a vous sentez qu'il y a quand même une interaction où vous avez une force, comme tu l'as dit, de proposition? C'est un peu compliqué en fait, vu que j'étais en train d'essayer de choisir à quelle de mes deux réactions j'allais parler, mais on a plutôt parlé de reporter. Alors pour reporter, on a une relation en fait qui va dans les deux sens, c'est-à-dire que je peux monter sur Paris, ce que je fais plutôt que par mail, pour aller pitcher moi-même à la rédaction, le mardi lors de la grande conférence de rédac de la semaine, aller pitcher mes sujets, les présenter et pouvoir les défendre face à face, plutôt que les envoyer par mail et qu'ils soient discutés en conférence de rédaction sans que je puisse expliquer pourquoi tel sujet est important. Après, ils peuvent être acceptés, ils peuvent être refusés, et en même temps, le fait de me déplacer sur place permet aussi que si jamais il y a un sujet que la rédaction veut traiter, mais il n'y a pas de journaliste en ce moment qui a le temps de le traiter, ils puissent me tomber dessus. Et du coup, même si mes sujets ne sont pas acceptés, je puisse quand même repartir avec un autre sujet sur lequel je pourrais travailler. Après, il y a aussi le fait que de temps en temps, je reçois des coups de fil du rédacteur en chef qui m'appelle pour me demander « Salut Morane, est-ce que tu es libre tel week-end? On aurait besoin de quelqu'un pour aller à tel endroit couvrir tel sujet. Salut Morane, est-ce que tu pourrais, la semaine prochaine, nous préparer un sujet sur tel thème avec tel angle ?» Ce qui fait que même si je suis force de proposition, on a aussi un échange qui va dans l'autre sens, où la rédaction a des besoins, a des demandes, et me les propose. Et quand je le peux, et généralement dans la majorité des cas, vu que j'aime beaucoup l'argent, je dis oui. Sinon, ça m'est arrivé, je crois, 1 ou 2 fois de refuser par manque de temps. Moi, pour une expérience plutôt en rédaction, j'ai la chance d'avoir une rédaction où le directeur du Sbekareka, donc qui est Jérôme Ruskin, et mon rédacteur en chef, donc Blaise Mao, qui sont en fait très à l'écoute des gens avec qui on travaille, donc que ce soit les journalistes, les directeurs artistiques, etc. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à me sentir légitime de me plaindre quand il y avait des choses qui n'allaient pas ou que j'étais overbookée et je finissais à 21h. Et en fait, je pense que progressivement, si vous avez un peu la même personnalité que moi, ou vous êtes un peu timide et vous n'avez pas le réflexe d'aller voir tout de suite votre chef pour lui dire « écoute ça, non, c'est trop, j'y arrive pas », moi j'ai mis 5-6 mois à comprendre qu'en fait un vrai bon rédacteur en chef, il comprend et il sent quand ça va pas. Et on a eu beaucoup de discussions du coup ces derniers mois pour évidemment faire évoluer
ce que je fais actuellement, parce que j'ai commencé en écrivant, ensuite je suis passée en vidéo alors qu'on n'avait jamais fait de vidéo, donc il faut établir une ligne éditoriale, ça a été compliqué au début. Ensuite on a lancé des podcasts, sauf que on n'avait personne pour les monter, donc j'ai commencé à les monter. Donc ça, il faut en parler en fait pour dire maintenant j'ai une tâche en plus, je fais une chose en plus. Est-ce que ça peut être pris en compte dans mon emploi du temps? Est-ce que je peux faire moins de vidéos? Est-ce que je peux écrire moins de papier? Et en fait, moi j'ai de la chance de pouvoir justement discuter de ça. J'ai été aussi assez vernie lors de mon entretien du coup pour le poste. J'avais travaillé et j'étais hyper stressée pour proposer mon premier salaire. J'avais parlé à une dizaine de personnes pour être sûre de me demander le bon montant. Et en fait, j'ai même pas eu à négocier. Il m'a proposé plus que ce que je pensais demander. Donc j'ai eu un moment de recul en me disant mais ça doit pas être en net en fait. Je dois peut-être me tromper, je sais pas. Et en fait, non, c'est juste que pour lui, il m'a dit voilà, tu rentres. Ça, c'est une rémunération de jeunes diplômés qui sort d'un master, c'est normal, moi je paye ça et après on verra. J'ai dit bon, super en fait. Et en fait au quotidien on discute, on fait évoluer des fiches de poste, on prend conscience quand il y a des gens qui sont un peu en burn-out parce que ça arrive aussi, on est tellement passionné qu'on voit pas qu'on passe plus de temps sur notre vie pro que notre vie perso. Et ce qui est intéressant à USB Caracas, c'est que justement ils sont à l'écoute de ça. Aussi pour les pigistes à qui ils vont pas proposer 200 articles dans le magazine si on sait qu'ils travaillent pour d'autres rédactions, etc. Donc je pense qu'il y a toujours des rédacteurs en chef et des chefs d'entreprise qui sont attentionnés, mais il faut prendre son courage de main et se dire en fait oui, on peut aller leur parler et ça apporte beaucoup de choses positives souvent. Merci, une touche positive sur ces questions-là. Ça fait du bien à entendre également. Je voulais vous demander si on prend une vision peut-être un petit peu plus spatiale ou géographique du marché du travail. Est-ce qu'il y a des employeurs qui captent davantage de jeunes journalistes proportionnellement aux autres sous-marchés ou aux autres types d'employeurs? Pour le poser autrement, est-ce qu'il y a des sous-marchés d'affinité pour les jeunes journalistes en France? Alors, ils existent en raison de l'accroissement aussi des formations professionnelles et du fait qu'il y ait un changement un peu structurel dans l'offre d'emploi et notamment une expansion du secteur de l'audiovisuel et du numérique. Et donc il y a une forme malgré tout d'adéquation, même si elle est toute relative, entre l'offre de ces formations professionnelles et ces nouveaux secteurs dans lesquels viennent se loger les jeunes journalistes. Donc ils vont vers des métiers qui sont des spécialités qui sont plus techniques, qui demandent une acculturation à la technique qui est beaucoup plus importante que leurs aînés. Et c'est tout à fait le fait de ce qui va être tous les processus liés à l'image, à la production d'images, jusqu'à la post-production de vidéos. Le fait aussi qu'il va y avoir aussi une éditorialisation des contenus sur lesquels on va mettre beaucoup plus l'accent pour faire en sorte qu'ils soient compétents sur l'ensemble des formats, que ça aille du papier jusqu'au format numérique classique. De fait, ce sont, comment dire, ce sont pas des sous-marchés sur les thèmes, mais c'est plutôt en fonction des compétences dites techniques. On les attend beaucoup, par exemple, sur les réseaux sociaux, pouvoir associer donc de nouveaux process d'information et de fidélisation des publics, jusqu'à une forme de marchandisation aussi de ces publics grâce à ces outils. Donc en fait le métier s'est élargi et va davantage vers une meilleure connaissance des techniques de fidélisation des publics. La dimension technique, la dimension effectivement de rapport vers des stratégies de monétisation, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand vous parlez d'élargissement du métier, on parle aussi du fait que les frontières deviennent de plus en plus floues, se touchent avec d'autres marchés du travail et je trouve que cet écho-là est intéressant sur la question technique aussi de la maîtrise qu'on attend des jeunes. Alors, ça, vous allez le voir surtout dans la façon dont les métiers connexes aussi s'enrichissent et se démultiplient. Et ça, c'est lié à cette compétence technique qui est forte à l'heure actuelle, en tous les cas, qui forme des raisons d'être, une des raisons d'être des écoles dites professionnelles et reconnues par la profession. Est-ce que ça crée des flux de main-d'œuvre, de personnel entre ces marchés connexes et le marché du journalisme, le fait que les uns s'enrichissent mutuellement? Est-ce que vous observez ça?
C'est difficile d'observer point par point. Ce qu'on peut voir dans la masse, c'est qu'il y a dans les sorties, puisque les sorties sont de plus en plus précoces de cette profession, on passe que quelques années en qualité de journaliste et on fait souvent d'autres métiers ensuite. Et c'est là en fait où on voit qu'il y a des métiers qui sont de plus en plus connexes et qui sont liés à l'expansion du numérique. Donc ça va être le numérique au sens large qui va prendre et reprendre ces jeunes journalistes au bout de quelques années. Certainement, effectivement, un axe stratégique. Je vois qu'on arrive tout doucement au timing où on souhaitait vous donner la parole à vous aussi dans la salle. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaitent interroger Valérie Deviard ou nos 4 jeunes journalistes? N'hésitez pas, on a un peu de temps devant nous. Ils ont été remarquablement concis dans leurs réponses, donc profitez-en. Bonjour, merci pour vos interventions. Je voulais savoir, donc moi j'ai aussi terminé un master en journalisme mais à Paris et en fait c'est un peu compliqué parce que je fais des pitchs mais j'aimerais bien trouver d'autres médias et est-ce que vous auriez des conseils parce que de ce que vous avez dit, vous avez eu la chance du coup d'avoir après vos stages des opportunités de pige. Est-ce que vous savez un peu comment faire pour contacter? Est-ce c'est mieux de contacter en disant bonjour, je veux bien être pigiste, ou alors on arrive directement avec un sujet? Est-ce que vous auriez des conseils à ce niveau-là? Merci. Candidature spontanée ou autre stratégie, est-ce que quelqu'un peut... voilà. Alors, je vais parler au nom du collègue qui est absent aujourd'hui, Clément, avec qui on travaille en fait très régulièrement, et qui, lui, on est dans une situation très opposée. Moi, j'ai des employeurs qui sont très réguliers. Lui travaille quasi systématiquement, avec de nouvelles personnes. Et il envoie en fait des candidatures spontanées avec son CV, avec un petit pitch, efficace, court, concis, et simplement, il lit les ours. Grâce à des contacts, il chope les mails, les contacts, et il envoie son CV avec son pitch, en espérant que ça marche. Et ça marche plutôt bien pour lui. Il faut juste savoir oser, avoir la bonne idée, puis ça marche généralement. Je veux juste dire un tout petit mot, toujours faire très attention de ne pas se faire voler les sujets, parce que ça arrive assez fréquemment. Je pense à l'Obs particulièrement, parce que c'est arrivé à une de mes amies qui a proposé un super sujet, et 3 semaines ou je ne sais plus, un mois après, il s'est retrouvé dans le magazine, fait par un autre journaliste de l'Obs, et ils avaient repris les contacts, tout le truc. Donc vraiment se méfier, pitcher, mais pas trop, et ne pas donner tous ses contacts. Il y a une manière de faire, il faut vraiment être prudent, parce qu'il y en a qui n'hésitent pas. Bon, pas tout le monde le fait, mais ça arrive quand même souvent. J'ai 2 mots. C'est le réseau, évidemment, toujours. Il faut que tu prépares le terrain le plus vite possible, que tu profites des opportunités qui te sont désignées ici, à la fac, etc., surtout pendant les stages, pour prendre le plus de contacts possible, pour les garder, pour les cultiver. Sur Facebook, des groupes existent de pigistes, etc., d'entraide, des groupes d'entraide où à chaque fois que tu demandes de l'aide, quelqu'un va te dire « Oui, c'est pas le groupe pour faire... » Bon, c'est pas grave, ne te formalise pas de demande. On peut t'aider aussi individuellement, les étudiants, etc., donc... on le rabâche tout le temps, c'est une tarte à la crème, mais le réseau est extrêmement important, le réseau Uberales. C'est vrai que l'art du pitch, c'est quelque chose, je trouve que les conseils donnés sont très pertinents, ne pas tout vendre, mais en même temps en dire assez, être bref. Ils n'ont en général pas des tonnes de temps pour lire des mails, pour répondre au téléphone. Tous ces gens sont fort occupés ou disent être fort occupés, donc c'est important de le faire de manière précise et anglais, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Il faut parfois essuyer les plâtres avant d'y réussir, mais je trouve que les conseils sont très pertinents. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur leur parcours, sur comment faire, ou pour Valérie Deviard, sur une vue plus globale, plus analytique de ce marché du travail qui est à la fois très étudié, mais en même temps très mouvant aussi, donc pas évident à saisir. À moins que vous souhaitiez, si quelqu'un souhaite encore ajouter quelque chose en guise de carte blanche. On va du coup par... Il y en a une.
Merci. Alors, ce que vos propos m'inspirent, c'est peut-être un peu une tension avec, d'un côté, des gens qui parviennent à décrocher un Graal qui est devenu le CDI. D'ailleurs, parfois pas sans culpabilité. On voyait presque des gens s'excuser ou dire enfin, se sentir comme une espèce d'espèce en voie de disparition. J'étais à un débat sur le photojournalisme, quelqu'un qui était photographe, photojournaliste à l'AFP depuis longtemps. En fait, il se présentait toujours comme une exception, comme une espèce d'espèce en voie de disparition. Donc voilà, alors là, c'était pas forcément son cas, mais dans ce que vous dites pour les jeunes, ceux qui décrochent ce Graal, ça s'accompagne aussi de contraintes très fortes, de contraintes de travail très fortes, et bon voilà, l'obligation de la polyvalence, des choses comme ça, et d'être vraiment dans la réponse un peu immédiate à une demande qui va être quand même parfois assez éloignée des idéaux du journalisme qu'on a pu avoir au départ. Et de l'autre côté, ceux qui cultivent une passion, comme ça semble être votre cas, en fait, ça peut être aussi plus difficile de s'insérer. Donc voilà, en quelque sorte, comme si entre la situation de précarité qu'on est bien obligé d'accepter, voire que parfois on valorise aussi avec d'autres aspects, voilà, avec l'idée qu'on va construire une spécialité, qu'on va construire une approche personnelle, mais ça s'accompagne de précarité, et de l'autre côté, des contraintes dans le métier quand on parvient à s'y insérer de manière plus stable, mais qui sont vraiment de plus en plus fortes, et qui s'orientent de plus en plus vers la production de contenu un peu standardisé avec de fortes contraintes. Enfin, voilà, j'avais vraiment ce sentiment d'une espèce de tension entre ces deux perspectives, et c'est plus difficile peut-être d'exercer sereinement son métier en réalisant, voilà, en combinant les deux aspects. C'est vrai que c'est une dimension très importante aussi qu'on n'aura pas le temps d'évoquer, mais qui est la dimension plus émotionnelle ou presque psychologique. C'est comment je donne du sens à mon parcours, comment je me l'explique à moi-même et aux autres, et ça renvoie aux identités professionnelles. Et pour revenir sur une autre forme de tension qui moi m'a semblé aussi très vivace, c'était celle qu'on avait, les représentations, les idéaux d'avant-carrière, de l'époque des études, et ceux qu'on confronte au marché du travail. J'ai souvent entendu des jeunes journalistes me dire « Waouh, j'avais quand même une vision un peu naïve, un peu déréalisée ou un peu lointaine ». Une fois sur le marché du travail, c'est pas toujours facile, mais là au moins je me frotte à la réalité, et selon différents facteurs qui peuvent varier d'une personne à l'autre, certains arrivent à construire une vision positive ou constructive en tout cas de ce qui leur arrive, même si c'est pas toujours drôle, loin s'en faut, tandis que d'autres n'y arrivent pas. Je pense que dans les causes de sortie, cet aspect-là est intéressant aussi. On n'a peut-être pas le temps d'évoquer cette question-là, mais c'est vrai que je trouve voilà, la réflexion fort intéressante sur ces différentes formes de tension, et finalement comment est-ce qu'on arrive à donner du sens à des injonctions d'employeurs, des salaires pas toujours drôles, différentes choses ou des productions qui ne sont pas celles qu'on souhaitait faire, mais qui peut-être finalement nous arrivent quand même à nous construire, à nous faire pérégriner sur ce marché du travail. Donc voilà. À moins que quelqu'un veuille encore intervenir, je vous propose de tout doucement clôturer ici, comme ça on respecte le timing au poil près. Sinon n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup à tous.